Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 29 novembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors la fin de semaine qui va être intéressante, hein, notamment sur les chiffres économiques qui vont tomber. Il y en a déjà qui sont tombés relativement importants et qui étaient plutôt bons, hein, d'ailleurs. Que ce soit, alors à part les demandeurs d'emploi en France en début de semaine qui étaient un peu supérieurs, on a eu aux États-Unis les chiffres sur la confiance, hein, qui étaient plutôt corrects. Et surtout l'IPC, donc l'inflation en Allemagne qui continue de baisser, hein. On est à 3,2 sur l'année, et ça c'est l'IPC normal, pas l'autre. L'IPCH qui est encore plus basse. On a également le PIB au troisième trimestre sur les États-Unis qui a été excellent, meilleur que prévu. Et demain, on aura de quoi? On aura les chiffres notamment d'IPC, donc pour mesurer l'inflation en France, ce sera intéressant. On aura également la moyenne en Europe. Et surtout, les PCE Core, donc c'est un peu pour mesurer la consommation des ménages aux États-Unis. Ça, ce sera demain à 14h30. Inscription hebdomadaire au chômage. Et enfin, on finira vendredi avec les PMI en France. À noter aussi que demain à 2h30, on aura les PMI en Chine. Là, je vous ai mis le graphe sur le Japon pour voir que le Japon a quand même bien rebondi depuis le printemps 2023. Il est un peu plus en avance que les autres marchés. Il a été beaucoup plus résilient. C'est peut-être aussi dû à cette baisse qui a été un peu moins prononcée, hein, sur l'année 2021 notamment. On va regarder surtout la Chine, avec la Chine qui est ici, hein, qui est toujours plutôt dans le bas de la figure, mais qui ne casse pas vers le bas. Et on attend les chiffres pour savoir un peu si on va avoir une reprise, hein, de la demande et de l'économie chinoise. Parce que si c'est le cas, ça va un peu tirer tous les pays et toute l'économie avec elle. Donc c'est véritablement ces chiffres sur la Chine qu'on va suivre avec pas mal d'attention. Évidemment les États-Unis, mais la Chine, on sait qu'elle est en train de devenir un mastodonte. Et on va regarder rapidement le dos, hein, le dos qui est sur résistance. Il faudra le casser, hein, ces 35 500. Pour l'instant, on est juste en dessous. Et surtout le Nasdaq. Le Nasdaq qui est plutôt stable, lui qui a déjà cassé, donc on l'a vu, on le voit souvent, hein. Attention quand même aux indicateurs, hein, qui nous indiquent peut-être le début d'une petite légère consolidation ou construction sur le Nasdaq, donc les technologiques qui ne seront pas forcément les plus favorables peut-être sur ces prochains jours, mais ça à très court terme. Et donc le CAC 40 qui est en légère hausse, il fait plus 0,2. Et toujours en train de jouer ici sa moyenne à 200, la résistance. Donc c'est ces chiffres, hein, qui vont tomber probablement demain et après-demain qui vont certainement décider du sens un peu de la fin d'année. Et est-ce qu'on va voir le rallye de Noël ou pas? Si les chiffres sont bons, on voit déjà qu'on se dirige vers un soft landing, hein. La crise qui a été relativement, alors s'il a été prise un peu trop tard, elle a été après, par la suite, relativement bien gérée, donc notamment par les banques centrales. Mais pour la fin d'année, il faudra donc une continuation des chiffres plutôt intéressants sur l'inflation et sur la force du pouvoir d'achat pour peut-être casser ces niveaux-là, hein, les 7300, les 7400, et lancer un rallye de Noël. C'est pas impossible. Donc on aura certainement un début de réponse demain et après-demain. On va regarder quelques actions intéressantes, mais avant on fait les matières premières et le Brent. Le Brent toujours, hein, toujours à sa moyenne, on le voit, il a tapé les plus hauts, la résistance sur les 96, les 100 dollars c'est beaucoup trop, hein, pour le pétrole. La baisse de production aussi des pays ici, des pays de l'OPEP, hein, sur les 75. On le voit que c'est une zone autour de 75 sur lequel les producteurs vont pousser pour garder un pétrole relativement cher, donc le delta entre 75 et 95. En gros, c'est le prix probablement pour début 2024. Une cassure à la hausse ou à la baisse entraînera certainement soit le signe d'un début de reprise assez important. Ça sera certainement le cas si la Chine repart bien. On pourra avoir un pétrole qui attaque les 90 et 95, voire plus.
Par contre, si on va un peu de récession, on ira vers le bas, mais on peut très bien rester pendant plusieurs mois, hein, vers même un semestre, entre ces niveaux-là, hein, 70, 80, 95, voire un peu plus haut, hein, sur les 75, 95. Le gaz naturel qui continue de descendre, hein, il est baissier, hein, depuis ici le 17 ou le 20 novembre. Donc rien à faire sur cette matière première-là, à part attendre un début de reprise et des stocks qui devraient être réapprovisionnés. Pour l'instant, c'est pas le cas, le prix continue de chuter. Donc ça impacte aussi les entreprises en relation avec le gaz. Et l'or, bah, comme les marchés vont plutôt bien, on voit que ça craque pas sur les marchés. Bah, l'or, l'argent aussi, on va le voir tout à l'heure, il a cette grosse résistance, on en a parlé hier, hein, 2074, c'est celle-là qu'il faudra casser. Mais si les marchés résistent, ça va être compliqué. Et l'argent, c'est pareil, on est quasiment déjà sur la résistance, hein, ici à 23, à 26, pardon. 26,78, c'est celle-là qu'il faudra casser. Donc si les marchés ont du mal, les matières précieuses vont certainement redevenir beaucoup plus intéressantes. On va regarder quelques valeurs intéressantes, notamment sur le CAC avec Edenred. Edenred, on les suit depuis un moment. Euh, on n'est pas loin de casser. On avait méché au-dessus de l'oblique lundi. On ouvre au-dessus mardi. On mèche encore aujourd'hui, mercredi. Mais on clôture toujours en dessous. Là, ça fait 3 jours qu'on est en train d'essayer de la taper, hein, cette résistance. Moi, j'aime bien Edenred. Je trouve qu'elle a été trop, trop massacrée, notamment par le discours, hein, du ministre sur le plafonnement des tickets restaurants, entre autres. Il faudra certainement y revenir assez vite sur Edenred. La décote a été importante. Il faut attendre juste le petit déclic, le petit chandelier, le petit pic de volume qui nous indique que véritablement les investisseurs se replacent à nouveau sur le titre. Parce que ce sera certainement le cas. Alors on va éviter d'anticiper, mais probablement, hein, d'ici la fin de semaine ou le début de la semaine prochaine, on aura certainement des bonnes nouvelles sur Edenred. Donc c'est une valeur intéressante à prendre. Dès maintenant, je pense Capgemini, bah, je vous en ai parlé beaucoup, hein. J'ai fait un petit focus avec un peu plus de fondamental dessus. Elle est en train de partir, on l'a dit depuis plusieurs jours. Capgemini, elle prend plus de 3% aujourd'hui. Bah, l'objectif, c'est d'avoir fin 2023 peut-être une sorte de rallye sur Capgemini et puis une belle année 2024, donc toujours le moment de le prendre. Il y aura certainement un début de pullback à un moment ou à un autre, peut-être sur les 75, peut-être sur les 185, on verra. Il y aura peut-être une deuxième porte d'entrée, soit pour recharger, soit pour rentrer si vous n'êtes pas encore dessus sur Capgemini. Là aussi, une valeur intéressante à avoir en son portefeuille. Vinci qui est sorti de son canal baissier, on le voit ici entre l'oblique rouge et l'oblique verte. Elle avait fait plusieurs tentatives, hein, avortées, et finalement avec ce W aussi, hein, on le voit, hop, le W, cassure ici de la résistance à 106, 105.9, est sorti du canal baissier, donc il y a tout qui concordait ici. On est allé chercher la résistance à 111, donc ça c'est bien. Maintenant, la résistance à 111, c'est le plus haut historique sur Vinci. Peut-être attendre un peu. Attendre quoi? Bah, quelques journées au-dessus. Généralement, il y a des prises de bénéfices, un pullback. Et sur le pullback, donc c'est le petit dessin que j'ai fait, sur le pullback probablement autour des 106, hein, c'est un scénario, bah, reprendre Vinci parce elle est très haussière, très favorable. Et elle aussi, pour 2024, ce sera une valeur probablement intéressante. Biomérieux. Biomérieux dans son canal baissier, on le voit ici dans l'oblique rouge, hein, entre l'oblique rouge et la deuxième rouge aussi. J'aurais pu la mettre verte, mais bon, c'est pas très grave. On tape les plus hauts de plus en plus bas, on le voit ici, hein, novembre 2022, janvier 2023, mars 2023, mai 2023, juillet 2023, août 2023, et puis là finalement novembre 2023, hop, ça casse. Et on est en train de casser, on va zoomer. On est en train de casser plutôt bien, hein, plusieurs journées. Et là, c'est la deuxième journée sur trois où on met pas de mèche en dessous. Il y a tout le chandelier qui est au-dessus de l'oblique. Donc ça, c'est plutôt favorable. Ça manque un peu de volume quand même. C'est le seul point négatif. Mais on voit que pas mal de valeurs santé sont un peu en train de revenir, hein. Elles ont été un peu massacrées dernièrement. Et il y en a plein qui sont un peu en rebond. Alors celle-là me paraît peut-être un peu plus intéressante que d'autres, graphiquement parlant. C'est peut-être le début d'une remontée aussi. Donc la prendre maintenant ou alors peut-être attendre un plus haut qui va aller où? Ici,
le pullback et la construction après. Donc on visera certainement ça, hein. C'est maintenant, je pense, les meilleurs prix d'achat autour des 99 euros environ pour Biomérieux. Alors il faudra tenir, hein, cette oblique rouge et pas réintégrer le canal baissier. Ipsen. Ipsen, je vous en ai parlé aussi pendant un moment. On est sur le bas là, sur Ipsen, hein. Alors, j'ai un peu refait mes graphes notamment, hein, un peu plus précis probablement pour voir que sur Ipsen, alors on est toujours en phase de correction, on le voit, mais je pense qu'on arrive à la fin de la correction. Pourquoi? Parce qu'on a l'inversion de tendance niveau MACD avec le croisement de ligne, hein, les istos rouges qui redeviennent verts, donc ça c'est plutôt un signe positif, c'est assez récent. On a rebondi sur l'oblique. L'oblique des plus bas très long terme, hein, ça c'est intéressant, c'est une oblique sur laquelle le cours rebondit à chaque fois et continue sa progression et sa marche en avant au niveau du cours. Donc c'est toujours plutôt haussier. Donc là, on l'a plutôt dans le bas du canal, c'est plutôt bien acheté. On aura quoi maintenant? Ce qu'on attend, c'est la confirmation cassure de la moyenne à 20, c'est les petits pointillés turquoise, et puis la véritable oblique ici, cassure de l'oblique rouge, et ce sera le signal pour aller chercher un rebond technique sur les 111 et peut-être les 118, mais là déjà on est dans le bas, donc on a encore moins de risques. Si ça casse vers le bas, on peut partir rapidement parce que si on arrive à taper les 100 ou les 99, on sait qu'il y a probablement encore du négatif sur la valeur, donc on partira avec une moins-value assez faible. Donc c'est le moment idéal aussi pour rentrer sur Ipsen. Calray, bah, je vous en parle depuis des semaines, hein. Calray, c'est une de mes valeurs favorites. Elle est en train de casser, hein. On en a parlé longtemps. Et ici, il y a eu des résultats qui étaient pas mauvais, pourtant qui avaient été vendus, survendus, c'était n'importe quoi. Mais bon, pourquoi pas, faut pas aller contre le marché. Le marché avait décidé de vendre. Moi, j'avais pris une petite position, rechargé par la suite. Cassure de la moyenne à 200, on y revient. Figure de tasse à vacances, et puis on casse. On casse aujourd'hui les 22. Normalement, le signal, il est très fort, hein, sur Calray. Bah, c'est ce que j'avais dessiné ici. On l'attendait peut-être un peu plus tard, mais il a cassé dès aujourd'hui, hein, intéressant. Donc extrêmement favorable aussi pour la fin d'année. Calray, maintenant, on va aller chercher certainement toutes les moyennes et le gap. Le gap qui est ici, que j'ai pas noté. Hop, sur les 25,6. Ça sera le premier objectif sur Calray. On a Snowflake aussi. Alors Snowflake dans le secteur du cloud, plutôt bien, hein, toujours, même si il fait pas partie des deux trois gros leaders, c'est quand même un poids lourd qui a été, hop, il est parti, le revoilà, qui a été un peu massacré durant l'année 2022. On le voit, il cotait plus de 400 dollars, hein, pour finalement se retrouver à une centaine de dollars. Et puis la longue période d'accumulation sur Snowflake qui permet de faire quelques allers-retours. Et puis on y était rentré, moi j'étais rentré ici à peu près, hein, bah, depuis le mois d'août, donc ça fait un moment. Depuis le mois d'août sur Snowflake, et avec cette figure intéressante, hein, de congestion, une énième figure de congestion, mais qui semble cette fois peut-être bien partir, avec notamment l'arrêt de la hausse des taux, qui a pesé beaucoup sur les technologiques, hein. Snowflake devrait bien partir. Pourquoi j'en parle? Parce que ce soir, normalement, il y a les résultats, hein, après bourse. Ça risque de faire aussi pas mal varier le cours dès demain. Donc c'est bon à savoir si vous êtes sur Snowflake, il y a les résultats ce soir. Et enfin, Greenvolt. Greenvolt, il y avait les résultats hier, pas mal de volume. Donc moi, j'aime pas trop cette figure ici, avec, on le voit, une grosse mèche haute, une grosse mèche basse. Généralement, ce genre de chandelier, ça annonce un changement de tendance. Et comme la tendance, elle est haussière, on peut s'attendre à un début de correction.
Doublement, pourquoi? Parce qu'on est aussi ici sur une zone pivot, hein, les 6,86, c'était une grosse zone d'investissement qu'on avait notée dès le mois de mars 2022, hein. Pour ça qu'on avait fait cette ligne et on voit qu'elle avait été extrêmement pertinente, hein. On y était revenu en octobre 2022 et en mois de mars 2023. Et là, on y revient avec ce type de chandelier sur les résultats. À mon avis, ça va être prise de bénéfices, construction, peut-être favorable sur le long terme parce qu'on voit quand même le début d'une phase de retournement ici, hein. Ça ressemble à un retournement, mais ce qu'on peut peut-être anticiper sur Greenvolt, c'est un peu un petit pullback et une nouvelle poussée. Donc attendre la fin du pullback et puis racheter dans quelques jours ou quelques semaines, probablement au mois de décembre, Greenvolt. Voilà. Et les actions abonnées, on avait Forvia, c'est l'ex-Forestia, hein, donc équipementier automobile. On a vu dans le secteur auto dernièrement, il y a pas mal de rebonds, je les ai pas notés, mais sur Stellantis qui fait une grosse journée, il y a aussi Ford ou General Motors, je confonds les deux à chaque fois. Il y en a un qui a fait un super rebond aussi. Donc le secteur auto qui était sous pression, qui n'est pas en train de lâcher, hein. Le secteur auto toujours limite, mais avec quand même une belle résilience ces derniers jours. Attention quand même aux grèves, hein. Les grèves qui ont impacté certains constructeurs, dont Stellantis, et les chiffres seront dans le quatrième trimestre 2023. Donc ce sera pour les résultats de début d'année 2024. Ça risque d'handicaper un peu les chiffres. Maintenant sur les équipementiers auto, donc Forestia, forcément ces derniers mois, ça avait été un peu limite sur tout le secteur auto qui était revenu sur support. Les équipementiers auto ont fait la même chose avec le support ici des 15,35, hein, support intermédiaire, mais qui a bien fonctionné. Fin d'hémorragie, on peut dire, entre les 25 et les 15. Le pourcentage, il est assez monstrueux, hein, 40% quasiment de perdu entre le mois de juillet et le mois de novembre, et le mois d'octobre même. Donc là, on arrête la chute pour faire quoi? Certainement un peu de construction avant de relancer quelque chose. Donc on ne peut pas s'attendre à une reprise en V, on peut s'attendre quoi? À déjà revenir ici sur les 19,84 et voir ce qui va se passer ici. Donc quand on sera ici, si on arrive à taper des supports intéressants et puis à continuer vers le haut, ce sera positif. Sinon, il faudra attendre encore quelques semaines, quelques mois que Forestia nous donne plus de billes pour investir. Mais on a déjà la fin de la chute, c'est plutôt intéressant. Saint-Gobain. Alors sur Saint-Gobain, hop, c'est pas à jour. Il y a eu du dividende ici. Alors sur Saint-Gobain, on avait la petite consolidation, hein, qui avait été cassée ici, donc au mois de novembre. Je crois qu'on en avait parlé au mois de novembre, hein, donc plutôt positif. Et puis finalement, elle est partie très vite, hein, Saint-Gobain. On s'attendait peut-être à un peu plus de construction. Finalement, elle nous a fait une reprise très forte et elle continue. Parce que là, elle avait marqué un point plus haut sur les 58-57, hein, sur lesquels elle n'arrivait pas sur lesquels elle butait et qu'elle n'arrivait pas à dépasser. Boum, aujourd'hui on fait un gros chandelier, on fait plus 1,6, on repasse en surachat de très peu, on est à 71 niveau RSI, ce qui dénote aussi possiblement une zone de surachat encore importante à jouer ces prochains jours pour aller taper la résistance à 62. Donc oui, sur Saint-Gobain, on est plutôt bien favorable. Même si la porte d'entrée très court terme, alors sauf si on veut jouer juste le court terme pour les 62, c'est bon. Pour le court terme, c'est pas forcément l'idéal, mais pour le moyen long terme, 62, 58, 60, ce sera à peu près la même chose. Euh, Si on arrive à casser cette grosse résistance à 63, on sera bon. Donc là, je pense que c'est ça ce qui va se passer en cette fin d'année. C'est une attaque des 60, 62, 63 et voir ce qu'elle va faire. Donc et les supports intermédiaires aussi, les retours sur pullback vont être intéressants pour voir la force de l'action sur ce qu'elle rend. Et pour l'instant, on voit qu'elle rend pas grand-chose. Donc c'est plutôt positif sur Saint-Gobain. Après, j'attendrai peut-être encore quelques jours, hein, plus de construction qu'elle nous mène
des chandeliers et des zones véritablement bien marquées, mais on reste positif. Sur STM, bah, comme sur Calray, hein, c'est plutôt une belle journée, plus 2,8. Et on revient sur les 43. Les 43, la moyenne à 200. Hein, et puis surtout ici, les 42, 42,10. C'était la zone hein, bien travaillée. On va la mettre en verte. Hop. On l'avait vu avec ce chandelier-là, hein, notamment du 2 mars. Et puis pareil, cette zone autour du mois d'avril 2023. Pareil, on était revenu au mois de mai 2023. Donc véritablement, les 42, c'était très important. Et là, on le casse fortement avec un beau chandelier. On revient sur la moyenne à 200. Donc c'est pareil, c'est comme sur Calray. C'est très favorable hein, sur STM pour relancer un peu une belle séquence. Et même s'il y a un peu de construction, certainement en 2024, on sera très positif et largement au-dessus des 43. Euh, avec toujours le support des 42 à tenir éventuellement. On pourrait même revenir ici, hein, ce serait pas catastrophique sur les 40. Et si on tient les 40, pour moi, on est très bon aussi sur STM. Valeo. Valeo, je crois que c'est aussi un équipementier auto. Bah, la correction, elle était sévère aussi. Et on arrête enfin de chuter. Et un peu comme sur Forestia, il faudra avoir certainement cette zone-là hein, à travailler. Donc ça va être l'objectif. Ce sera un peu plus loin certainement, hein, fin décembre. Mais on voit que c'est peut-être un peu moins fort sur Valeo. C'est ça aussi qu'on peut noter, c'est qu'est-ce qui se passe quand on casse les résistances, quelle est la force des rebonds, quelle est la force de la chute. C'est ça qui nous donne un indice sur la tendance de la valeur à suivre. Et pour l'instant, sur Valeo, c'est un peu mou. C'est pas très, très fort. Donc, pas forcément super favorable. D'autant qu'elle a aussi, ouais, éventuellement, cette zone-là à 14,055 à casser, mais on a peut-être aussi une sorte de canal haussier hein, qui se matérialise comme ça. Donc là, c'est pareil, il faut aussi pas mal de chandeliers, mais un petit peu moins fort quand même. La chute semble terminée, mais ça va certainement construire pendant un moment. Valourec qui retrouve un peu ses plus hauts, mais on suit cette oblique-là, hein, l'oblique des plus bas, qui est devenue l'oblique des plus hauts. On le voit hein, entre novembre 2021 et avril 2023, cette oblique verte, c'est l'oblique des plus bas. Et après, on a cassé, et c'est devenu l'oblique des plus hauts sur lequel on bute. Et on est à nouveau sur cette zone-là. Pour le long terme, on le voit qu'on est dans un range hein, entre les 14 et les 10 en gros. Donc, pas grand-chose à faire. Pour le court terme, on risque de suivre un peu cette oblique et puis de corriger un peu après. J'ai pas énormément d'avis sur Valourec à moyen terme. Là, c'est un peu compliqué de choisir véritablement maintenant dans quel sens ça va aller les prochaines semaines et puis fin 2023 ou début 2024. Plutôt légèrement négatif à court terme hein, sur Valorec parce qu'on tape c'est plus haut, même si on peut les taper comme ça encore pendant quelques jours. Hein. Mais il va y avoir cette zone hein, à 14,5 qui va être importante à passer. Tant qu'on passe pas les 14, on est toujours un peu dans un range vers le haut, vers le bas sur Valorec. Donc plutôt neutre. Worldline. Moi j'aime bien Worldline, hein, je vous en parle souvent, je trouve qu'elle a été énormément décotée, trop décotée, et comme dit précédemment sur Valeo, qu'est-ce qu'on regarde sur les chutes? C'est les rebonds, les forces des rebonds, qu'est-ce qu'elle nous montre après quand elle casse les niveaux importants? Ici on a mis la moitié du chandelier par exemple, bah, qu'est-ce qui se passe? Elle le recasse très rapidement déjà, et puis elle le tient. Ensuite, on a la période d'accumulation. Moi, c'est une valeur que je trouve sous-cotée, qui mériterait alors peut-être pas de combler le gap rapidement sur les 23, mais au moins d'aller chercher les 18, hein, qui doit dater. Hein. Il est même pas là en journalier et en hebdomadaire. Les 18, c'est là, c'est le plus bas. 2016. Je pense que c'est la moitié du chandelier ici. En plus, euh, il est tout rouge ici parce qu'il compte en mensuel. Évidemment, le journalier, on ne l'a pas.
parce qu'on a ouvert plus bas. On va revenir en journalier. Donc c'est la moitié de la zone. C'est la moitié de la zone où on a chuté les 18,6. Donc ça peut être un objectif à court terme intéressant sur Worldline, hein, qui a toujours des fondamentaux intéressants. Et on a vu le rebond de pas mal de valeurs, notamment Adyen, hein, qui est dans le même secteur que Worldline, qui a rebondi très fortement. Donc Worldline, on peut espérer peut-être aussi un destin similaire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et puis à donner les actions que vous suivez, éventuellement les pépites, hein, et les autres valeurs, hein, du CAC ou du Nasdaq ou autre. N'hésitez pas à en parler, on en discutera dans les commentaires et on fera l'analyse graphique ici. Bon trade, à plus.